Alors, je vais essayer de vous raconter ce qu'on fait au DMA sur l'imagerie. Alors, l'imagerie pour nous, c'est d'utiliser des ondes pour caractériser un milieu, une cible. On est confronté à des problèmes de propagation d'ondes dans des milieux complexes. Et ce qu'on chercherait à faire, c'est le challenge dans le domaine, c'est augmenter la résolution, la stabilité et la spécificité. Alors, je vais proposer 3 classes de méthodes. Ce qu'on cherche à faire à ce moment, c'est la première, c'est une méthode de learning, d'apprentissage. La deuxième, de l'imagerie différentielle. Et la troisième, c'est de la super résolution en utilisant des milieux résonants. Alors, la résolution, c'est le plus petit détail qu'on peut imager. La robustesse, c'est la stabilité de la formation d'image par rapport à l'incertitude dans le domaine, dans le modèle, ou par rapport au bruit électronique. La spécificité, c'est pouvoir distinguer, par exemple, pour les tumeurs, celles qui sont bénignes de celles qui sont malignes. Alors, ça s'applique à plein de trucs. Je vais raconter des applications médicales. Alors, en médical, les ondes jouent un rôle fondamental. Elles servent à visualiser le contraste, qu'il soit électrique, optique ou mécanique, des tissus. Alors, le contraste dépend de l'organisation cellulaire des tissus, mais aussi de l'organisation macroscopique des tissus. Il faut garder en tête qu'il est très sensible à la pathologie du tissu. Alors, le challenge pour nous, c'est pouvoir reconnaître une organisation cellulaire à partir de mesures qui se font au niveau macroscopique. Ça semble dur, mais je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. Alors, d'abord, ce qu'on a en tête comme application, ça va servir pour le diagnostic du cancer. On aimerait bien aider les chirurgiens à être sûrs qu'ils ont tout enlevé, il ne reste plus de cellules cancéreuses, et surtout à faire de la biopsie en champ d'opération. Une biopsie, aujourd'hui, ça prend une dizaine de jours. Alors, comme c'est ambitieux, il faut une source d'inspiration. Mais notre source d'inspiration, c'est nos amis, le poisson électrique, faiblement électrique et la chauve-souris. Je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, le poisson électrique, c'est des poissons qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui font tout grâce à leur sens électrique. Alors, leur sens électrique, c'est quoi? Le poisson a un dipôle ici dans sa queue, plein de récepteurs sur sa peau. Il existe ce dipôle-là, intérieur. S'il y a une cible, elle va changer le potentiel sur la peau et à partir de ça, ce petit poisson identifie la cible, la localise et la reconnaît. Ça semble intéressant à étudier et donc je vais plutôt me concentrer sur la partie perception de la cible que la localisation. Alors, pourquoi? Parce que la localisation, c'est quasiment tout là-dessus. C'est dans ce bouquin-là. On avait développé des méthodes de L2, décomposition en valeurs singulières. On peut aussi penser à des méthodes d'L1, parce qu'en changeant l'éclairage, la cible, si elle ne bouge pas, ça donne la cible elle est petite, donc l'information elle est très sparse. Et si on change l'éclairage, on peut utiliser des algorithmes de sparsité jointe. Et on a estimé la stabilité et la résolution de ces algorithmes-là par rapport à un bruit de mesure et un bruit de milieu. Alors, je vais me concentrer sur la partie perception de forme. Alors, il faut distinguer 2 cas. Alors, soit ce poisson-là cherche à identifier des milieux biologiques ou il cherche à identifier des milieux non biologiques. Alors, la différence, elle est où? Les milieux biologiques, on change la fréquence du courant, la réponse change. Un milieu non biologique, la réponse ne change pas. Et donc, si le poisson cherche à identifier des milieux biologiques, en changeant la fréquence, il fait de la spectroscopie, il a beaucoup plus d'informations et il va pouvoir identifier beaucoup plus facilement. Donc, le concept que je vais introduire pour l'imagerie des milieux biologiques, c'est la spectroscopie du tenseur de polarisation. Ça va arriver dans le transparent qui va suivre.
pour les milieux non biologiques, comme changer la fréquence, ça n'aide pas, il faut aller chercher des mesures plus sensibles. Alors, il y a deux classes de familles, deux grandes familles, des poissons qui envoient un pulse et des poissons qui envoient une onde. Alors, si on prend la transformée de Fourier de ce signal-là, c'est concentré autour de multiples d'une fréquence fondamentale. Donc, chaque famille de poissons a une fréquence fondamentale, c'est sa carte d'identité. Et la réponse en Fourier, elle est concentrée autour de ça. Là, ça commence à être négligeable. D'accord. Alors, ce poisson-là, il envoie un pulse, et si on prend la transformée de Fourier, le spectre est plus grand. Donc, les biologistes ont étudié les deux familles, et ils savent que lui, il a des capacités de reconnaissance supérieures à lui. Alors, on a appris plein de trucs sur ces poissons-là. Alors, si deux mâles, les mâles et les femelles n'ont pas la même fréquence, si deux mâles se battent pour des femelles pour mieux manger, alors celui qui gagne automatiquement, il a sa fréquence qui augmente. Et comme sa fréquence qui augmente, il image mieux son domaine, il mange mieux, il a accès à plus de nourriture, plus de feu. Il y a plein de choses intéressantes. Alors, là-dessus, ce que je vais proposer, ça c'est un travail avec Thomas Boulier, Han Wang de jeunes à l'école normale supérieure et Jocelyn Garnier. Alors, on va proposer la méthode suivante pour essayer de comprendre comment ce petit poisson arrive à identifier ses cibles, à reconnaître ses cibles. Alors, la première, donc, il va essayer d'identifier, de classifier une cible, sachant qu'il a appris qu'elle existe dans un certain dictionnaire. Maintenant, il va utiliser l'imagerie différentielle. Et il prend des mesures, il excite son dipôle, il prend des mesures lorsque le milieu n'a pas changé. Si une cible qui arrive, il fait de l'imagerie différentielle, la différence entre les deux mesures, pour former une image à partir des perturbations du champ sur sa peau. À partir de ces données-là, il va extraire des caractéristiques, des features. Ces caractéristiques-là ne sont pas suffisantes pour identifier la cible. Il faut que ça soit indépendant par rapport à la rotation, par rapport à la translation et par rapport à un changement de scaling d'échelle. Donc il faut construire à partir des features des invariants et après comparer les invariants par rapport à ceux calculés pour un dictionnaire donné. Donc on prend des mesures, à partir des mesures on extrait des features, à partir des features on construit des invariants et à partir des invariants on compare par rapport à la base qu'on a apprise. Donc c'est une approche d'apprentissage, mais elle est basée sur la physique. Parce que ces features-là, c'est des features physiques. Alors, je vais vous montrer, on va faire le test suivant, montrer que le poisson, en prenant des mesures électriques, peut faire de la géométrie, reconnaître un triangle d'un cercle, et peut lire, différencier entre A et E. Donc on prend un élément d'ici, on le change un petit peu, on change son échelle, on le met quelque part et on peut le tourner. Et on demande au poisson de prendre des mesures électriques. Le poisson va exciter son dipôle, va mesurer le changement de potentiel sur la peau et il va nous dire, sachant qu'il a calculé les invariants pour ce petit dictionnaire-là, lequel il était. C'est des microvolts. Et sa distance de reconnaissance, c'est des dizaines de centimètres. C'est des fréquences, je vais y arriver. C'est des fréquences, très basses fréquences. Donc il fait de l'électricité, il ne fait pas des ondes. Et la chauve-souris, elle fait des ondes. Donc c'est la généralisation de tout ça. Alors j'aimerais bien écrire une équation toute simple. Donc je vais me concentrer sur la famille qui est supposée plus simple, qui a le mécanisme le plus simple. Donc cette famille, c'est celle qui envoie des ondes. Alors le dipôle, il est un f de x fois une somme, avec oméga 0 la fréquence fondamentale, et n, c'est multiple de fréquences fondamentales. Alors la cible, elle est localisée en un point Z, elle a une taille caractéristique delta prime, et c'est un objet, c'est le B, c'est l'un de nos éléments là. Donc le B, il peut être notre A,
tourné, scalé et mis au point Z. Alors, la permittivité, si l'objet est un objet biologique, ses paramètres électriques, que ce soit la conductivité ou la permittivité, dépendent de la fréquence. Et son admittivité, c'est sa conductivité plus I oméga, sa permittivité. Alors, tout le monde sait ce que c'est une conductivité, une permittivité. Comme ça dépend de la fréquence, il ne faut pas oublier qu'à cause de la causalité, si on connaît la permittivité, on connaît la conductivité, puisque c'est lié par les relations de Cramer-Kronig. Très bien, l'équation elle est toute simple. Le poisson c'est oméga, F c'est la source, c'est le dipôle, D c'est la cible qui est à l'extérieur du poisson, et U c'est le potentiel électrique, donc c'est une fonction dans le Laplacien égale à F dans le poisson. À l'extérieur, elle vérifie cette équation-là, avec K c'est la permittivité de la cible D. Il n'y a pas de courant qui rentre dans le poisson, donc le poisson ne peut pas se tuer avec son propre dipôle. Et ce qu'il mesure, il mesure la variation du potentiel sur sa peau. La variation du potentiel sur sa peau, c'est un paramètre qui est l'épaisseur effective de la peau fois le courant qui arrive sur la peau. Très bien. Alors, ce paramètre-là, c'est l'épaisseur effective. Alors, pourquoi? Parce que la peau d'un poisson, c'est très fin. Le poisson est très conducteur et la peau, elle est très résistive. Très fine, très résistive. Donc, elle peut être modélisée par cette équation-là, par cette condition d'impédance. Très bien. Donc, si on regarde ça, le poisson, il fait de l'imagerie capacitive. Alors, là, c'est notre poisson, là, c'est la cible, ça, c'est le champ calculé, et vous voyez bien que c'est un dipôle. Je vais le démontrer, c'est tout simple. La variation du potentiel induite par une cible, c'est quoi? C'est un moment dipolaire fois le gradient de la fonction de Klein. Le moment dipolaire, c'est une matrice, je vais l'appeler le tenseur de polarisation, qui dépend de la conductivité, de l'admittivité, et donc de la fréquence du courant injecté fois le gradient du potentiel de référence sans la cible au point Z. Z, c'est la localisation de la cible. Alors, ce tenseur de polarisation, on peut l'écrire comme ça. C'est l'intégrale sur le bord de X, l'inverse de cet opérateur-là, appliqué à nu. Nu, c'est la normale sortante au point X sur le bord de D. Alors, KD étoile, c'est l'opérateur du Newman Poincaré. C'est un opérateur en Tarisson. Je vais revenir sur ça plusieurs fois. Il a plein de propriétés. On connaît quasiment toutes ces propriétés-là. Ces propriétés. Et lambda ici, c'est le contraste d'admittivité. L'admittivité, c'est K. Et lambda, c'est K plus 1 sur 2K moins 1. Alors, si K a une partie réelle positive, alors ça c'est toujours inversible. Pourquoi? Parce que l'opérateur KD étoile, son spectre, il est dans moins 1,5. Et donc, pour tout objet qui a une conductivité positive, ça c'est inversible, la polarisabilité elle est définie. D'accord. Alors, milieu biologique, j'ai dit que la conductivité, elle dépend de la fréquence. Donc le tenseur de polarisation dépend de la fréquence. Le tenseur de polarisation, c'est très facile de récupérer. Il est très facile de le récupérer à partir des mesures. Parce que si on prend les parties imaginaires des mesures, on élimine d'abord le champ de référence, et c'est la partie imaginaire de tenseur de polarisation fois le gradient de U fois le gradient de la fonction de Klein. Alors, lui, on le récupère à partir des mesures. Ça, c'est les mesures sur le pot du poisson. On veut donc, la quantité, les features qu'il faut récupérer, c'est le tenseur de polarisation. Maintenant, il faut construire de ça quelque chose qui est invariante par rapport à translation, rotation et scaling. Pour les milieux biologiques, c'est très facile. Pourquoi? Parce que le tenseur de polarisation, la polarisabilité d'une particule, elle est indépendante de sa position. Donc, les valeurs propres sont indépendantes de la position. Les valeurs propres sont indépendantes de la rotation de l'objet. Et après, pour que ça soit indépendant du scaling, on prend, comme le poisson illumine avec plusieurs fréquences, on prend la fréquence la plus grande et on fait ce rapport-là. Ce rapport-là devient indépendant du scaling. Alors donc, ça c'est un bon descripteur de forme qui va nous aider à identifier la cible dans notre dictionnaire.
qui est un descripteur de forme qui est indépendant par rapport à translation, rotation et scaling. Alors, on fait le test. On va calculer les probabilités de détection. On montre la lettre, par exemple E au poisson. Elle est scalée, elle est mise quelque part, et elle est tournée. Et on va demander au poisson est-ce qu'il va pouvoir la reconnaître ou pas. Alors, avec 10% de bruit de mesure, il la reconnaît avec 70% comme probabilité de détection. Alors maintenant, donc c'est très rassurant. Le poisson peut très facilement identifier des milieux biologiques en faisant de la spectroscopie. Alors, si les milieux ne sont pas biologiques, à ce moment-là, le tenseur de polarisation est indépendant de la fréquence. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer plusieurs fréquences, à part augmenter le rapport signal sur bruit. Mais le poisson a besoin de l'asymptotique multipolaire, d'ordre plus élevé. Alors, l'asymptotique dipolaire, c'était quoi? C'était un tenseur de polarisation fois le gradient du champ. Ça, c'est l'approximation pas de la cible par un dipôle. Maintenant, ça c'est un dipôle, mais la cible c'est un dipôle plus un quadripôle équivalent, plus, et ça peut être écrit sous cette forme-là. La réponse ou la perturbation induite par le poisson, par la cible sur la peau du poisson, c'est quoi? C'est des dérivés de la fonction de Green fois des tenseurs fois les dérivés de la solution de référence à la position de la cible. Alors, ces tenseurs-là, c'est les tenseurs, on a appelé ça les tenseurs de polarisation d'ordre élevé. Ils s'écrivent comme la polarisabilité, comme le premier tenseur de polarisation, avec un bêta ici et un alpha ici, et l'inverse de cet opérateur. Alors, ils ont des propriétés assez intéressantes. Alors, la première, c'est que si on connaît les tenseurs de polarisation élevés, on peut reconstruire des informations haute fréquence du domaine, du bord de domaine. On prend ce truc-là. Hein. Alors, si on connaît 3 ou 4 tenseurs de polarisation, en faisant juste de l'optimisation, on peut reconstruire une très bonne approximation de ce domaine-là. Si on fait osciller le domaine un peu plus, on a besoin de tenseurs de polarisation d'ordre plus élevé. Donc, l'information haute fréquence du bord de la cible, elle est bien codée, elle est codée d'une manière hiérarchisée dans ces tenseurs de polarisation. Alors ça c'est intéressant. La deuxième, si on connaît ces tenseurs de polarisation, on connaît la topologie de l'objet, enfin la topologie, le nombre de composantes connexes. Je montre un exemple ici avec 4 cibles proches. Si on connaît le premier tenseur de polarisation, ces 4 cibles-là sont équivalentes à une patate, à une ellipse en dimension 2, un ellipsoïde en dimension 3. Mais si on connaît des tenseurs de polarisation d'ordre SV, on va pouvoir connaître le nombre de composantes connexes dans l'objet. Donc ça code l'information de fréquence du bord, ça code la topologie, et si on les connaît tous, ça détermine d'une manière unique l'objet. Mais ça, c'est beaucoup d'informations. Alors, ils ont des propriétés, je vais revenir sur ça tout à l'heure, ils ont des propriétés de positivité, de symétrie sur les coefficients harmoniques. Les coefficients harmoniques sont rien d'autre que ça. C'est les A, alpha ici, les bêta ici dans cette formule-là. Alors, une fois qu'on a les tenseurs de polarisation, il faut construire ces tenseurs de polarisation d'ordre élevé. Ils ne sont pas invariants par translation, ils ne sont pas invariants par rotation, ils ne sont pas invariants par scaling. Donc, il faut construire des invariants qui soient invariants par les mouvements rigides et par le scaling. Alors, il faut travailler un peu, et si on travaille, on arrive à construire des descripteurs de forme qui sont invariants par translation, rotation, scaling, à partir de ces tenseurs de polarisation. C'est juste de l'algèbre. On fait de l'algèbre sur ces tenseurs de polarisation. On les combine d'une certaine manière, telle que ça fasse des formules ou des descripteurs de forme invariants par translation, rotation et scaling. Alors, il faut faire gaffe, puisqu'on va pas, si on connaît la mesure, on ne va pas pouvoir reconstruire tous les tenseurs de polarisation. Pourquoi? Parce que cette construction-là, elle est instable. Vous voyez ici, ma formule, là, la fonction de Green, elle décroît, on la dérive, elle décroît encore plus. Si on veut récupérer celui-là, il faut multiplier le bruit ici par quelque chose qui devient de plus en plus grand. Donc on fait exploser le bruit.
Et donc, il faut une formule pour dire combien de tenseurs de polarisation à rapport signal sur bruit donné, on peut récupérer. Et on a une formule de puissance de résolution, elle est donnée par ça. Alors le epsilon, c'est la taille caractéristique de l'objet sur la distance par rapport au poisson. Le SNR, le rapport signal sur bruit, c'est donné par celui-là au carré sur la déviation du bruit de mesure. Et on a une formule comme ça, alors que ça dit que c'est exponentiellement instable. On ne va pas pouvoir récupérer 10 tenseurs de polarisation avec un SNR raisonnable. On va pouvoir récupérer 3 ou 4 et à une distance raisonnable du poisson. Donc si la cible elle est trop loin du poisson, ce n'est pas possible de récupérer les tenseurs de polarisation. Le poisson ne la voit pas. Si elle est proche, comme son SNR il est suffisamment grand, il va pouvoir récupérer les premiers tenseurs de polarisation. Et du coup, il va pouvoir récupérer une partie des informations de fréquence et de la topologie, le nombre de composantes connexes. Alors, là, on fait le test, le même test que tout à l'heure. On voit que c'est beaucoup plus sensible au bruit. Puisqu'avec 1%, on a, pour le E, on a 50% de probabilité de détection. Reconnaître une cible non biologique est beaucoup plus dur pour ce petit poisson que reconnaître une cible, moi, notre analyse, reconnaître une cible biologique. Alors, maintenant, je reviens sur le poisson qui envoie des pulses. Ça, c'est un pulse. Les équations sont en temps, cette fois-ci. Et il fait la même chose, il fait de l'imagerie pour identifier la cible. Alors, il n'envoie pas que le pulse, mais il envoie le pulse dilaté. Et on a passé du temps pour réaliser qu'il fait des ondelettes pour imaginer le milieu. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Alors pourquoi? Parce que avec, ça, c'est la famille, ça, c'est l'ondelette mère. Une translatée, son spectre en fréquence il est beaucoup plus large. Celle-là, son spectre est encore plus large. Et celle-là, elle est encore plus large. Donc avec 3 ou 4 échelles, il est capable de recouvrir, en envoyant une seule fois ce pulse et plus les dilatés, à recouvrir tout le spectre de fréquence. Alors, des tests avec 100% de bruit, avec 2 échelles uniquement, en configuration. Alors, ce que je n'ai pas dit, le poisson, il est obligé de faire le tour pour identifier la cible. Et avec une vue limitée, très limitée, il est capable de reconnaître avec des bonnes probabilités de détection ces cibles-là. Alors maintenant, pour la chauve-souris, ça c'est un travail avec encore 2 demi-jeunes. Pour la chauve-souris, on peut faire la même chose. On peut faire cette approche à partir des données. Il faut caractériser les features. À partir des features, il faut calculer les invariants. Et à partir des invariants, il faut les comparer avec une base de données. Le problème, il faut reconnaître qui remplace le tenseur de polarisation. À quelle quantité peut remplacer le tenseur de polarisation. Alors les équations, c'est des équations d'onde. Ça, c'est l'équation de Helmholtz. On envoie une onde, ça peut être une onde plane ou cylindrique en dimension 2. Et on a l'écho envoyé par la cible qui s'appelle toujours D, qui a des paramètres électromagnétiques ou acoustiques qui sont différents du milieu. Alors, la réponse, elle s'écrit comme ça. Bon, c'est basé sur... La réponse, elle s'écrit comme ça, et la quantité qui remplace le tenseur de polarisation, c'est les coefficients de scattering. Alors, c'est quoi? On envoie une onde cylindrique, on résout l'équation de diffraction, et on corrèle ça avec une onde cylindrique. Et on intègre sur le bord de la cible. Ça donne une quantité géométrique. Cette quantité géométrique, c'est l'équivalent du tenseur de polarisation pour les ondes. Alors, ça dépend de la cible, ça dépend de ses paramètres et ça dépend de la fréquence. Alors, le problème de reconnaître une forme à partir de l'imagerie est un problème très non linéaire. Alors, c'est pourquoi si on essaye directement sur le donné de reconnaître la forme, de la reconstruire, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on fait en introduisant ces invariants, c'est on remplace ce problème non linéaire par un problème linéaire. Mais pas en termes de la forme, en termes de quantités qui décrivent la forme. Ces quantités-là, pour le poisson électrique, c'était les tenseurs de polarisation. Et ici, c'est les coefficients de scattering, de fusion. Alors, on les récupère à partir des données
en résolvant un problème linéaire. Il faut faire gaffe, on ne peut pas tout récupérer puisque le problème est très mal posé. Et donc il faut, comme tout à l'heure, avoir une formule de puissance de résolution. Elle est donnée par ça en fonction du SNR. Un SNR donné, on sait combien de tenseurs de polarisation ou de coefficient de scattering on peut récupérer. Maintenant, il faut clair les propriétés de ces tenseurs de polarisation, de ces coefficients de scattering. Si on fait tourner la cible, on multiplie ces coefficients de scattering par une exponentielle. Si on la dilate, c'est les mêmes quantités que pour l'objet initial, mais en changeant la fréquence. On double l'objet à fréquence donnée. Ces quantités-là, c'est comme l'objet initial, avec on double la fréquence. Parce que le seul coefficient qui est important, c'est le rapport de la longueur d'onde sur la taille caractéristique de l'objet. Si on translate, on a une formule. À partir de ces formules-là, c'est facile de reconstruire des invariants. Celui par rapport à la rotation, par exemple, est juste prendre le module des tenseurs, les modules de coefficient de scattering. Maintenant, on construit ces descripteurs de forme. Il faut, comme ce n'est pas invariant par rapport à la fréquence, il faut au moins utiliser 2 fréquences pour pouvoir discriminer la taille de l'objet, ou retrouver la taille de l'objet. Et donc, on fait le test et on voit qu'on peut récupérer tous les éléments de notre dictionnaire avec des bonnes probabilités de détection. Alors, une application à ça, c'est faire de la spectroscopie pour reconnaître le stade d'un cancer. Ça, c'est la structure microscopique cellulaire de la peau. Ça, c'est la peau normale. Ça, c'est un cancer de stade 1, stade 2, stade 3, et ça, c'est le cancer en masse. Et comme vous voyez, l'organisation microscopique, elle est très différente. De là à là, c'est très, très différent. Et donc, ce qu'on aimerait faire, on n'a accès à ça qu'avec une biopsie. Ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir dire, à partir de mesures sur le tissu, au niveau du tissu, au niveau du millimètre, pouvoir dire, mes mesures proviennent de ça et pas de ça, ou de ça et pas de ça. Ça, c'est un travail avec... Toujours, j'ai des jeunes à l'école normale, Laure Juvangeli, Wanjai Jink et mes collègues Jenkins et Jocelyn Carrier. Alors, une cellule, c'est très simple. Une cellule, c'est électriquement parlant un modèle simple, mais qui décrit bien ce qui se passe. C'est une membrane, de l'eau à l'intérieur, de l'eau à l'extérieur. D'accord. Donc, milieu intracellulaire et milieu extracellulaire, ils ont une certaine conductivité. C'est des milieux conducteurs et la membrane, elle est très capacitive. Et si vous regardez, ça, c'est exactement la peau d'un poisson. La peau d'un poisson, c'était très capacitive, très fine, très capacitive. Le poisson à l'intérieur, très conducteur. La cellule, c'est pareil. OK. Niveau macroscopique, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau macroscopique. Qu'est-ce qu'on mesure en fonction de la microstructure. Donc, je prends un modèle schématique très simple. Ça, c'est les cellules. Ça, c'est le milieu extracellulaire, intracellulaire, et les membranes sont là. Je les arrange d'une manière périodique pour pouvoir faire un peu de calcul. Le potentiel électrique et les solutions de ces équations-là, toujours des équations simples avec des conditions de transmission ici. Et celle-là, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est exactement comme la peau du poisson. Parce que la membrane, elle est très résistive, très fine, très résistive. Je fais de l'homogénéisation. C'est pas encore, c'est rien de révolutionnaire. Au niveau macroscopique, ce que je mesure, c'est solution de ce problème-là, avec K étoile donné par ces formules-là. C'est la conductivité, l'admittivité apparente de mon tissu. Et il n'y a pas de longueur d'onde ici, parce que c'est toujours électrique. C'est toujours électrique. Donc maintenant, il y a une fréquence, mais il n'y a pas une longueur d'onde. Il y a une fréquence. Donc maintenant, le problème... On a le droit, il n'y a rien de nouveau dans ça. Alors maintenant, ce qui est nouveau, c'est ça. À fréquence donnée, si je fais une mesure à fréquence donnée, c'est impossible de reconnaître le tissu. C'est impossible de dire, ça provient du stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. C'est impossible.
Par contre, je peux faire varier la fréquence. Mais ma conductivité apparente, elle est fonction de la fréquence. Si je fais varier la fréquence, c'est comme tout à l'heure, faire varier la fréquence sur le tenseur de polarisation. Le poisson était capable de reconnaître les cycles dans un dictionnaire où il y avait 8 éléments. Là, ça a l'air encore plus simple. C'est un dictionnaire où il y a 4 types de structures. OK. Qu'est-ce qui dépend de la fréquence ici? C'est juste l'épaisseur effective de la membrane. L'épaisseur effective de la membrane ici, elle dépend de la fréquence. Ma formule pour l'admittivité apparente, elle dépend de la fréquence à travers ça. Est-ce que je suis capable, en traçant la fonction homogénéisée en fonction de la fréquence, de reconnaître mes structures? Alors, il faut faire, on aimerait bien avoir quelque chose d'analytique. Donc, quelque chose d'analytique, on se met dans le régime dilué. Et on fait une asymptotique par rapport à la fraction de volume. La fraction du volume, ça c'est la fraction du volume de la cellule par rapport à la cellule l'unité. Si on fait ça, on écrit cette asymptotique-là. La fréquence apparente, l'admittivité apparente, c'est quoi? C'est F, la fraction volumique, fois un tenseur, fois ce truc-là, à un petit tout de la fraction volumique au carré. Alors, M, c'est comme tout à l'heure, c'est une polarisation, mais elle est associée à la membrane. Donc, est-ce que cette polarisation associée à la membrane permet d'identifier la microstructure? Bon, encore pas très clair sur cette formule-là, qui est encore compliquée. On va faire le cas circulaire concentrique. La cellule, c'est un disque. La membrane est un disque concentrique. Et on fait le calcul. Si on fait le calcul explicite, on se rend compte que la partie imaginaire de ce tenseur de polarisation, de ça, donc c'est la partie imaginaire de l'admittivité apparente, elle est donnée par cette formule-là. Et cette formule-là, elle admet un maximum en fréquence. Et ce maximum-là, il est en 1 sur tau, et ça c'est connu depuis les travaux du Fréquet, c'est le temps de relaxation. Et donc, ce qu'on regarde, c'est la fonction admittivité homogénéisée comme fonction de la fréquence. Il se trouve qu'elle admet un maximum, et ce maximum-là, il est dans la zone bêta dispersion. Alors ça, c'est les bêta dispersion, c'est des fréquences autour de 10 à la puissance 7 Hz. Donc pour les ondes, c'est encore du quasi-statique. D'accord. Alors, M. Alors, dans le cas particulier, c'est très simple. Ça porte un nom. Mais dans le cas général, on peut démontrer des propriétés de M. On peut montrer que M est symétrique, qu'il est invariant par translation, qu'il est invariant par scaling. Ça, c'est pas très compliqué. Mais que sa partie imaginaire est positive, elle a 2 valeurs propres, et chaque valeur propre admet un maximum. Très bien. Maintenant, on va appeler les maximums ou les maxima 1 sur tau. C'est l'arc max des valeurs propres. Et ces 1 sur tau, ils sont invariants par translation, à cause de ces formules-là, par rotation, par scaling. Donc, ce que je fais, c'est je fais des mesures, je regarde là où le maximum est atteint, et là où il y a le maximum est atteint, ça me donne 2 valeurs. Est-ce que ces 2 valeurs-là permettent d'identifier, de séparer ces structures-là? Je vais vous montrer des exemples. Au moins dans le régime dilué. Dans le régime dilué, on prend un cercle comme forme de la cellule, une ellipse très allongée. Ça, c'est les maxima associés à la première valeur propre, et ça, c'est les maxima associés à la deuxième valeur propre. Et vous voyez que on peut les différencier. On peut dire, juste à partir de la mesure, juste en prenant le maximum, là où le maximum est atteint, on va pouvoir dire, mes cellules, c'est des cellules circulaires ou elliptiques ou des ellipses très allongées. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le régime pas dilué? Dans le régime pas dilué, il faut connaître la fraction volumique de la cellule, sinon ce n'est pas possible de reconnaître ces structures-là. Donc, si à volume fixé, si on dit la cellule, elle remplit la moitié du volume d'un tissu, à ce moment-là, en regardant
en regardant le maximum de la partie, là où le maximum de la partie imaginaire de la conductivité ou de l'admittivité est atteint, en regardant le maximum, on va pouvoir différencier les formes des cellules. Donc ce qu'on penserait faire, avant de discuter ça, ce qu'on pense... Ça, c'est en dimension. Exact. Qu'est-ce qui se passe en dimension 3 ? Alors, on pense faire toute la courbe et pas que les valeurs propres. D'accord. Alors, c'est exactement ce que j'allais raconter ici. Alors, dans la vraie vie, on pense faire la chose suivante. C'est, par exemple, à l'Institut Curie, ils ont fait toutes les biopsies, ils savent ce que c'est. Ils prennent les mesures électriques. Si on prend les mesures électriques, on va pouvoir calculer le spectre de cette fonction-là, de l'admittivité. Maintenant, on sait qui a quoi, qui est cancéreux, qui n'est pas cancéreux, qui était stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Maintenant, s'il y a un nouveau patient qui arrive, il ne faut pas faire de biopsie, mais il faut prendre juste la variation par rapport à la fréquence de l'admittivité électrique, de la mesure. Et à ce moment-là, il faut la comparer statistiquement par rapport aux différents groupes. Sinon, ça ne suffit pas. Alors, il y a un autre truc qui est cliniquement important, c'est la perte d'anisotropie. Parce que l'anisotropie, plein de tissus, la perte d'anisotropie, elle est associée à des maladies neurodégénératives. Et donc les gens s'intéressent à savoir à quelle fréquence on perd cette anisotropie-là. Donc comme c'est de l'homogénéisation, les paramètres électriques sont généralement anisotropes à basse fréquence, mais si le courant si la fréquence du courant commence à augmenter, le courant ne voit pas la membrane. Le courant traverse la cellule. Et donc, ça devient isotrope. Ce passage de l'anisotrope à l'isotrope, les gens arrivent à caractériser... c'est une donnée clinique. Donc sur ce petit modèle-là, alors l'anisotropie, elle est mesurée par quoi? Elle est mesurée juste par le rapport des valeurs propres. On peut faire une asymptotique parce que son épaisseur, elle est très petite, la membrane, et on voit que si la fréquence commence à être beaucoup plus grande que cette quantité-là, alors il n'y a pas d'anisotropie. Et donc cette quantité-là, elle est fonction de la forme des cellules et de l'arrangement des cellules. Cette constante-là peut être utilisée pour caractériser la perte d'anisotropie dans un tissu. Alors, donc j'ai raconté l'approche apprentissage. Donc, le problème, il est très non linéaire. On le réduit à un problème linéaire, mais avec une description de la géométrie ou avec une description de la microstructure. Ça, on peut le récupérer et après, il faut comparer par rapport à une base de données. Maintenant, je vais vous raconter un peu l'imagerie différentielle. Ça, c'est un travail avec toujours des jeunes exceptionnels, Laurence Épécher et Luc Nguyen. Alors, l'imagerie optique, ça ne marche pas. Ça a été essayé pour les tumeurs du sein et ça n'a jamais marché parce qu'elle a une très mauvaise résolution. Alors, à l'Institut Langevin, ils ont pensé à faire la chose suivante. Faire de l'imagerie optique, on envoie un laser, mais perturber le milieu, créer une onde acoustique qui se propage dans le milieu. À ce moment-là, on prend des images optiques, donc on envoie la lumière, on prend une image avec une caméra, mais pas du même milieu, puisque lorsque l'onde se propage, elle fait bouger un petit peu le milieu. Lorsqu'elle fait bouger le milieu, on a des images qui contiennent autre chose que l'image statique. Et je vais vous montrer ça. Alors, ce qu'on mesure, on mesure les variations qui sont induites par la propagation d'ondes acoustiques. Donc, l'onde acoustique, elle est créée ici, elle se propage. Ça, c'est la tumeur qui a un contraste optique très fort. Lorsque l'onde acoustique elle arrive sur cette tumeur-là, elle fait bouger la tumeur un petit peu.
Alors, un modèle très simple, un modèle de diffusion pour étudier tout ça. Ça, c'est l'intensité de la lumière. Ça, c'est le contraste optique, celui qui nous intéresse. On veut faire une image de ce A-là, et ça, c'est une condition sur le bord. Donc, une tumeur, elle a un contraste optique très contrasté. Donc, si le A est très contrasté, bah, c'est vraisemblablement une tumeur. Alors, on mesure les variations du phi sur le bord qui est induite par la propagation du pulse. Il faut un modèle pour la propagation acoustique. Acoustiquement, on va supposer que le milieu est homogène. L'onde, c'est une onde sphérique, c'est un pulse sphérique. Il va se propager comme ça. Il est créé au point Y, il va se propager d'une manière sphérique. Et alors, lorsqu'il se propage, le contraste optique va changer en le contraste optique déplacé. Il va déplacer la tumeur, donc il va déplacer le contraste optique. Donc le A de X va être changé en A du X plus U du X, où U du X est le déplacement, juste le déplacement, qui est petit. Maintenant, ce qu'on est en train de mesurer, lorsque l'onde se propage, c'est le phi U, qui correspond à cette carte déplacée. Alors, ce qu'on fait, on cross Corel les données et on cross Corel une intégration par partie, c'est rien d'autre qu'une intégration par partie, et on arrive à nos mesures sont AU, le coefficient déplacé, moins A, fois le phi, ça c'est l'intensité de la lumière pour le milieu de référence, et ça c'est l'intensité de la lumière pour le milieu déplacé. Alors, le déplacement il est tout petit, le phi va être comme phi, par approximation de bord, donc ça va faire phi carré, et le AU moins A, si A est régulier, ça va être comme U fois le gradient. Donc on va avoir accès au gradient du U suivant la direction de propagation de l'onde. Ok, donc ça c'est mes inclusions optiques, ça c'est le front d'onde qui se propage, et ça c'est la mesure. Donc avant que ça arrive sur l'inclusion, rien, je capte rien, puisque je n'ai pas déplacé les inclusions. Maintenant, je déplace un petit peu les inclusions, je capte quelque chose. Voilà, donc ça c'est mes mesures. Mes mesures sont données par cette formule-là, je les calcule numériquement. Et je vais faire un peu d'asymptotique pour les arranger un peu mieux. Alors, on peut montrer que mes mesures, parce que le front d'onde est tout petit, tout fin, c'est phi carré fois le grade de A, pour A régulier. Après, je vais vous raconter ce que se passe pour A non régulier. Intégré sur la sphère, parce que c'est de l'onde sphérique. Ça ressemble à une transformée de radon. On veut retrouver A, ça ressemble à une transformée de radon sphérique. Si on met phi carré égale 1, c'est rien d'autre que la dérivée de la transformée de radon. La transformée de radon sphérique, c'est celle-là. On la dérive, ça fait gradient de f fois xi. Xi, ça va être 1. Et là, je fais une transformée de radon inverse. Je trouve mes trucs. Mais j'ai un phi carré. Alors, comment je fais? Et le phi carré dépend de A, dépend du paramètre que je ne connais pas encore. Alors, on fait une décomposition de Helmholtz, de phi carré grade de A. Ça va être un grade de psi plus un rotationnel. Si je calcule mes données, ça va être le grade de psi. Et donc, en faisant une transformée de radon inverse, je vais trouver le psi. Mais le psi, ça ne me permet pas de voir le A, parce que je ne connais pas la partie haute. OK. Je prends la divergence de cette équation-là. Ça me fait un Laplacien de psi. Psi, il a été reconstruit à partir des données. Maintenant, divergence phi carré grade de A, ça je connais. Le second membre, je connais. J'aimerais avoir A. Il me manque encore un truc. Qu'est-ce qu'il me manque? Juste l'équation de base. Je sais que le A, il est associé à phi par cette équation-là, par l'équation de diffusion. Donc si je me donne A, je calcule phi. Si je calcule phi, je le mets ici. Admettons que j'ai toutes les bonnes propriétés sur phi. Ça, c'est elliptique, parce que le psi, il est connu. Et je calcule le A, et j'ai ITR. C'est juste un point fixe. On peut montrer que ce point fixe-là converge si les données sont petites. À données petites, le point fixe converge. Si les données ne sont pas petites, on fait du contrôle optimal, un algorithme de Land-Weber. Alors, du contrôle optimal, on minimise cette fonction-là. On peut la minimiser et on peut montrer la convergence si on a un bon gas initial. Donc, si on a un bon gas initial, on n'a pas besoin de mesures petites.
À ce moment-là, on fait de contrôle optimal et on peut montrer qu'ils convergent. Et si les mesures sont petites, on peut faire un point fixe et on peut montrer sa convergence. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ce n'est pas régulier? Lorsque ce n'est pas régulier, il faut faire un changement de fonction et se mettre dans le bon cadre. Dans le bon cadre. Alors, SBV, ça a l'air d'être un bon cadre pour nos applications-là, pour nos applications à nous. Alors, les applications à nous, c'est ça. On veut appliquer cette méthode-là sur un tissu réel. Et un tissu réel, c'est avec un coefficient d'absorption qui est très discontinu. Alors, si on le met dans SBV, ça a l'air de marcher. Donc ça, c'est le tissu réel, ça, c'est l'image numérique. Et ça, c'est le point fixe appliqué. Ça, c'est l'image, l'état initial, l'image, la vraie, numériquement. Et ça, c'est au bout de 10 itérations, on arrive à avoir une bonne résolution pour la reconstruction. Sur un tissu réel qui est très discontinu. Alors, pour finir, je vais vous raconter un peu les milieux résonants. Donc, je résume. Une approche apprentissage, une approche imagerie différentielle. Donc, c'est plus facile d'imager si on a la différence. Si on a la différence d'image. Maintenant, l'approche résolution. Ça, c'est un travail avec Heisenk. Alors, c'est quoi la résolution et c'est quoi la super résolution pour nous? La résolution, pour ces problèmes d'onde, ça s'explique très simplement ici. Prenez un point source x0. Ça, c'est la fonction de Green du milieu. Maintenant, vous avez un point source ici, vous mesurez la réponse très loin. Donc, vous mesurez la fonction de Green très loin. À partir de la fonction de Green, est-ce que vous pouvez retrouver votre point source? Si vous arrivez à retrouver votre point source, vous arrivez à retrouver d'une manière super résolue x0. Alors, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas retrouver le point source, vous pouvez retrouver une tâche, qui s'appelle la tâche focale, autour du point source. Pourquoi? Parce que juste, vous mesurez G, vous faites ce que vous voulez, ça c'est équivalent à multiplier ce G-là, qui a été émis au point x0, par le G conjugué, et à faire une fonctionnelle de rétropropagation. Cette fonctionnelle de rétropropagation, vous calculez ce truc-là, ça c'est une constante près la partie imaginaire de la fonction de Green. La partie imaginaire de la fonction de Green, elle est régulière. Elle n'est pas, parce que vous prenez partie réelle de ce truc-là, ça fait partie imaginaire de ce truc-là, ça fait 0. Donc la partie, si tous les coefficients sont réels, la partie imaginaire, elle est plus régulière que la partie réelle. La singularité, elle est dans la partie réelle, mais dans ce que vous mesurez, vous perdez la partie réelle. Vous n'avez que la partie imaginaire. Donc vous n'avez que la partie imaginaire. Qu'est-ce que vous faites de la partie imaginaire? Vous retracez la partie imaginaire. Elle a un pic au centre. Elle a un pic au centre, mais c'est une tâche. Elle n'est pas infinie au centre. Donc la résolution, c'est pourquoi la résolution elle est limitée par la moitié de la longueur d'onde. Alors, comment on peut faire mieux? On veut focaliser, on veut résoudre un point source avec une résolution qui est inférieure à ça. Bon. Alors, à partir de ça, vous voyez que ça s'applique dans un milieu hétérogène. Vous avez la même formule. La partie imaginaire, ça apporte un nom, c'est Helmholtz-Kirchhoff. La partie imaginaire de la fonction de Green, même dans un milieu hétérogène, c'est équivalent à ce truc-là. Et donc, la résolution, elle est fixée par la partie imaginaire de la fonction de Green. Plus elle est sharp, plus il y a d'oscillations autour du point x0, du point source, mieux c'est. La question, est-ce qu'on peut fabriquer des milieux tels que cette fonction de Green pique au mieux? Alors, je vais vous présenter deux milieux. Il faut que ça résonne avec des longueurs sub-longueurs d'onde. Alors, le premier, c'est les résonateurs de Helmholtz, et le deuxième, c'est les plasmoniques. Alors, c'est quoi ces nanoplasmoniques? C'est un truc sur lequel on s'excite à ce moment.
Donc ça, c'était le tenseur de polarisation. Ça, c'est la polarisabilité d'une particule D, avec l'opérateur KD étoile, l'opérateur de Newman-Poincaré. Alors j'avais dit tout à l'heure que si la partie réelle du contraste de la physique est positive, alors le lambda ici, il ne peut pas être dans moins 1,5, 1,5. Il est à l'extérieur. Donc cet opérateur-là, il est inversible, et là, lui, ça reste borné. Il n'y a pas, la polarisabilité d'une particule n'explose pas. Maintenant, si le paramètre physique devient négatif, à ce moment-là, ce lambda-là peut toucher les valeurs propres de KD étoile. Alors, KD étoile, il a un spectre discret si le D est régulier, suffisamment régulier. Si D n'est pas suffisamment régulier, ça a du spectre continu. D'accord. Alors, donc ça touche les valeurs propres de KD étoile. Si ça touche les valeurs propres de KD étoile, ça ne peut pas complètement toucher parce qu'il faut toujours compenser par une partie imaginaire positive. Mais si ça devient très proche des valeurs propres de ce truc-là, le M, sa norme augmente. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à envoyer de la lumière sur ces particules-là et avoir, à cause de leur polarisabilité qui augmente, avoir beaucoup de lumière réfléchie. Et donc, ça permet de les identifier. Alors, tout le monde s'excite autour de ça, puisque ça pourrait changer complètement la médecine. L'idée, c'est d'envoyer des nanoparticules d'or dans le sang. Ces nanoparticules d'or, elles font autour de entre 10 et 50 nanomètres. Les tumeurs ont la propriété de vouloir bien beaucoup manger et du coup ouvrent des portes dans les vaisseaux sanguins. Comme ça, ouvre des portes. On a des portes dans les vaisseaux sanguins, comme ça. Mais ces portes-là sont petites, sont de l'ordre de 5 nanomètres, même moins. Les tumeurs ouvrent des portes beaucoup plus grosses. Et les nanoparticules vont aller se déposer là où il y a des portes, et donc se déposer là où il y a les tumeurs. Maintenant, si on les éclaire, elles vont réagir par une polarisabilité qui est très grande, et donc vont réfléchir énormément de matière. Donc le fait qu'elles se déposent et réfléchissent de la lumière montre que les tumeurs sont cancéreuses. Et après, on peut, c'est étrange, elles réfléchissent énormément de lumière, mais elles absorbent énormément de lumière aussi. Donc on peut les chauffer, donc on peut l'utiliser pour les thermothérapies. On peut aussi les fonctionnaliser, on peut mettre des médicaments à l'intérieur pour les exciter et agresser uniquement les tumeurs à cette échelle-là, à l'échelle nanométrique. Alors, donc pour notre histoire, pour avoir la super résolution, donc on veut focaliser une onde autour d'une tumeur avec la résolution de l'ordre de la nanoparticule. La lumière, elle fait 700 nanomètres. Si on la focalise, ça fait 700 nanomètres, 350 nanomètres. Si la nanoparticule, elle fait 10 nanomètres, si on arrive à focaliser avec 10 nanomètres, on est super résolu, on peut faire plein de trucs dans ces domaines-là. Alors, comment on comprend ce mécanisme-là? Alors, on prend un point source, on le met autour de ces petits résonateurs-là. Ce point source, qu'est-ce qu'il fait? Il va exciter les modes propres qui sont des hauts modes propres de la structure. Ces hauts modes propres vont être excités. Ces hauts modes propres vont coder l'information spatiale sur la position du dipôle. Ça se propage en champ infini. Et maintenant, comme ça se propage en champ infini, on peut retourner ce signal-là et on peut focaliser avec une résolution qui est de l'ordre de la taille de ces résonateurs-là et qui n'est fixée que par le rapport signal sur bruit. Il n'y a plus de longueur d'onde, la longueur d'onde devient, la limite de résolution devient la taille de ces résonateurs-là. Alors, il y a eu une expérience de Matthias Fink. C'est notre autre source d'inspiration, son labo à l'Institut Langevin à l'ESPCI. Ça, c'est des canettes de coca. Ça, c'est des résonateurs de Helmholtz. Une canette de coca est un résonateur de Helmholtz. Un dipôle ici, acoustique, il émet. Le dipôle, l'onde va interagir avec ces résonateurs de Helmholtz, et va laisser une signature sur la position du dipôle. Après, on retourne le signal et on focalise sur le dipôle avec une résolution, pas la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle fait la taille de ce truc-là. Elle fait une dizaine de canettes de coca, mais on focalise
ici, avec une résolution de l'ordre de la taille de la canette de coca. On a ici alors, pour les nanoparticules, ça, c'est pas une expérience, ce n'est pas un calcul scientifique, ça fait la une de Science en 2012, c'est une illustration artistique. On n'est pas encore au calcul. Donc ça, c'est les nanoparticules, on les excite, et vous voyez, la résolution, elle est de l'ordre de la nanoparticule, elle est là. Là où il y a le plus de lumière, c'est là où... Donc c'est ce que tout le monde cherche à faire, compris. Alors, comment on fait ça? On fait un travail, on calcule ce que c'est la partie imaginaire de la fonction de Kleene. Pour les résonateurs de Helmholtz, dans un certain régime, on peut montrer que la partie imaginaire de la fonction de Kleene, donc on a compris que la résolution, c'est la partie imaginaire de la fonction de Kleene du milieu. La partie imaginaire, c'est la partie imaginaire du milieu, là, ça c'est la fonction de Kleene de l'espace, il n'y a pas de microstructure, il n'y a pas de résonateur, plus une quantité. Alors cette quantité-là, elle est de résolution 1, alors que la résolution de cette partie-là, elle est comme racine de epsilon. Alors epsilon, c'est l'inverse de racine d'epsilon. Epsilon, c'est l'ouverture des résonateurs. Et cette partie-là, si on met suffisamment de résonateurs qui sont en interaction, cette partie-là peut gagner sur cette partie-là. Et donc on peut avoir une partie imaginaire de G beaucoup plus résolue que celle du milieu libre. Donc on peut faire la même chose, décrire la même chose pour les nanoplasmoniques. Je conclus. Donc ce qu'on pense c'est important dans ce sujet des imageries, c'est la résolution, la stabilité et la spécificité, les augmenter. Ce qu'on cherche, ce qu'on essaye de faire, c'est des méthodes spectroscopiques, des méthodes différentielles ou modulées, et faire des milieux résonants pour avoir de la super résolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à des représentations de formes qui sont adaptées aux problèmes d'imagerie. Pour représenter une cible ou le bord d'une cible, le plus adapté à ces problèmes-là, c'est les tenseurs de polarisation d'ordre élevé ou les coefficients de scattering. Et après, on pense qu'une approche dictionnaire, une approche apprentissage basée sur la physique, puisqu'elle compare des quantités physiques, est prometteuse en application médicale. Merci. Merci beaucoup.